La fausse note. Nouvelle de Frank Fliman, extrait du recueil Homme de lettres, publié chez Edilivre. J'avais rendez-vous de longue date chez ma dentiste, tant la liste d'attente est longue. Par une étrange coïncidence, à moins que la coïncidence ne fût providentielle, tout dépend du point de vue où on se place, je déclarais à 8 jours du rendez-vous une violente rage de dents, à tel point que je me demandais même comment j'allais pouvoir tenir jusque-là. Le temps ne paraît jamais si long que lorsque l'on souffre. Il m'était devenu impossible de mâcher du côté gauche. J'accusais l'une de mes dents qui avait été dévitalisée lors du dernier soin et qu'il était question à présent de couronner. Couronner, le terme sans doute est sinon ironique, du moins emphatique. Il n'y a bien que dans le langage médical que l'on se mêle de couronner une tête déchue. Un vocabulaire plus approprié, plutôt recouverte, enduite, habillée, emmurée, embastillée, au lieu de cela on la couronne, aussi bien que si elle avait gagné des quartiers de noblesse. Quant à moi, depuis quelques années, j'ignore pourquoi toutes les têtes couronnées d'Europe semblaient avoir élu domicile dans ma bouche. Le jour J, il va sans dire que je ne fus pas en retard à mon rendez-vous. J'attendais mon tour, la joue endolorie, mais soutenu par la pensée que mon calvaire allait bientôt prendre fin. Dans l'intervalle, fit une entrée discrète une dame du 3e âge, un 3e âge qu'elle portait encore de façon fringante, quoiqu'on devinât qu'elle avait déjà bien entamé ses progrès vers le 4e. Avant de s'asseoir, elle se dirigea vers le panneau d'affichage. Je l'épiai du coin de l'œil, curieux de savoir ce qui attirait ainsi son attention, puisque pour ma part, je n'avais trouvé rien qui fût digne d'intérêt parmi les prospectus d'information sur la prévention des caries ou les publicités vantant les bienfaits de tel ou tel dentifrice, soi-disant révolutionnaire. Je m'aperçus que ce n'était pas pour retirer l'un de ces prospectus, mais bien pour en déposer tout un lot, que la vieille femme s'était avancée jusqu'au présentoir. Elle prit place ensuite sagement, en face de moi, attendant son tour. Je supposai qu'elle-même avait rendez-vous avec l'autre dentiste, car le cabinet en comptait 2. Mon regard ne manqua pas d'être attiré par l'affichette, qui maculait d'une tache rouge le fond noir du présentoir. Je me tenais trop loin pour réussir à déchiffrer tous les caractères du texte. Je distinguai cependant un portrait, placé au centre du cadre à la façon d'un médaillon. Je concentrai mon regard et compris qu'il s'agissait d'un concert de piano, le jeudi suivant à 20h30 en l'église de la Lande Saint-Martin. Le concert était donné par Anna Catafalque. Son nom m'était bien connu, car il était renommé parmi les pianistes et bien au-delà du cercle des musiciens. Anna Catafalque, rien que cela. Si près de chez moi. Je n'aurais pas d'excuse si je me défaussais, moi l'amateur de piano, car l'instrument était ma lyre depuis que j'avais l'âge d'éprouver des émotions et de les exprimer par des notes de musique. Comme un fait exprès, la vieille dame était entrée quasiment au même moment que moi pour me placer sous le nez cette annonce. Pour un peu, j'aurais pu croire que ce concert était organisé à mon attention. C'était une occasion unique qui m'était offerte, livrée sur un plateau. Je me rappelais toutes les partitions pour piano que j'avais écrites et que j'empilais, sans savoir si quelque artiste de renom un jour daignerait y jeter un œil et les interpréter. Les rôles s'inversant, ce fut la vieille dame qui maintenant m'épiait du coin de l'œil. L'âge ayant la propriété d'abaisser les barrières, elle se permit de m'interpeller. « Vous êtes intéressé ?» me dit-elle sur un ton familier. « Il faut venir. C'est inespéré pour un petit festival comme le nôtre de programmer une artiste de ce rang. »
J'en étais conscient. Je lui demandai comment la chose même était possible. Elle m'expliqua que l'organisateur du festival, chef d'orchestre à Paris et ancien enfant du pays, était l'un de ses amis. L'amitié, assurément, le meilleur passe-droit qui ait jamais été. Je réservai donc ma place, séance tenante. La dame nota mon nom sur son calepin avec un sourire de contentement, heureuse de la rapidité de ce retour d'affiche. J'en avais presque oublié ma rage de dents quand la dentiste vint me chercher. Je saluai la vieille dame avec la promesse de nous revoir dans quelques jours. J'avais été l'un des premiers assurément à réserver. Je pensais donc pouvoir légitimement prétendre à une place de choix qui me permettrait d'épier les expressions du visage de l'artiste et de voir ses mains courir sur le clavier. Par malheur, j'étais arrivé au concert parmi les derniers. J'avais voulu prendre un raccourci, mais la signalisation était inexistante sur ce chemin de campagne, de sorte que je m'étais égaré et n'avais dû de retrouver ma route qu'à l'exploration patiente de plusieurs voies possibles. J'avais pourtant tout préparé. Je m'étais mis sur mon 31 et tenais prête mon enveloppe de partition sous le manteau au cas où, sans savoir si l'occasion se présenterait, si j'oserais. Je constatai avec regret que les places n'étaient pas numérotées. Pour comble, il n'y avait plus de place assise sur les bancs de l'église, on distribuait à présent des sièges pliants inconfortables, j'enrageais intérieurement, jugeant le traitement dont je faisais l'objet injuste, d'autant plus que j'avais la prétention de m'estimer plus qualifié que beaucoup de ces mélomanes pour juger de la prestation de la pianiste, quand j'aperçus au pied de l'autel la dame qui m'avait vendu mon billet. Je décidai d'aller me plaindre à elle. Je fendis les rangs pour me frayer un chemin jusqu'à sa personne. Je me rappelai à son bon souvenir, elle me remit aussitôt, elle se rappelait même mon nom. Je lui exposai en quelques mots la situation et ma profonde mortification de devoir me tenir si éloignée d'une telle artiste, quand je m'en savais si près. Elle me proposa une place au premier rang à son côté. J'acceptai aussitôt, rendant grâce au Christ en croix qui dominait l'autel comme si je lui devais ce nouveau miracle. À quiconque m'eût fait une remarque dans ce moment, je réservais de décocher ma riposte, l'endroit s'y prêtait, les derniers seront les premiers. Le public n'eut pas longtemps à attendre, l'artiste appréciait la ponctualité. Ce qui me frappa d'emblée est que la femme qui se présenta sur la scène n'était pas celle de l'affiche. Il fallait se rendre à l'évidence qu'elle avait beaucoup vieilli. Un calcul rapide au regard de son année de naissance indiquait qu'elle avait 69 ans. Passe un peu de coquetterie qu'on pardonne volontiers à une femme, mais une différence de 20 ans qui était dupe. Ce n'était pas loin de s'apparenter dans mon esprit à une forme de supercherie. Au demeurant, cette précaution était bien inutile, puisque le public devait finir par découvrir la vérité, d'autant que le mérite de l'artiste, qui se produisait toujours à son âge, n'en pouvait apparaître que grandi. Anna Catafalque fit un préambule en forme d'avertissement, tout film, toute photo pendant le concert était proscrit. Elle insista sur ce point et afin de se mieux faire entendre, elle prévint qu'elle se réservait le droit de suspendre le concert et de faire évacuer sur le champ l'importun qui oserait braver cet interdit. Et elle remerciait par avance le public de sa compréhension et justifiait sa sommation par le besoin de concentration et la qualité de jeu qu'elle devait d'abord à ceux qui s'étaient déplacés en si grand nombre, ensuite aux compositeurs dont elle allait interpréter les œuvres, enfin à la musique, puisque c'était la passion commune qui nous réunissait tous ce soir à l'unisson. Ce discours d'entrée, en dépit de sa fermeté et de son affaîtrie un peu martiale, fut salué comme il se doit. Je ne manquai pas de remarquer qu'Anna Catafalque avait regagné son piano, en cherchant son chemin un peu à l'aveugle. Sa vue sans doute avait baissé, ses yeux n'étaient plus aussi pétillants que par le passé. Elle avait tâtonné son siège,
avait pris le temps de s'installer à la bonne distance du clavier, avait caressé les touches de ses doigts pour fixer à l'évidence tous ses repères. Le concert débuta par quelques notes perlées qui tombèrent dans un silence recueilli. D'emblée, elle affirma un jeu précis, d'une grande clarté, un son rond, égal, une rythmique impeccable, un déroulement sans faille, ce dès les premières notes qui ne se démentit pas de bout en bout, comme si la pianiste poursuivait un récital qu'elle avait commencé plus tôt dans la journée. Anna commandait au piano, au lieu que la plupart des amateurs présents dans la salle n'avaient jamais pu inverser le rapport de force avec l'instrument. Il lui avait toujours été soumis, écrasé par lui en dépit de tous leurs efforts, comme sous le poids d'une machine trop lourde à porter à l'inertie contraire. Le contraste était saisissant entre ce petit bout de femme et les dimensions gigantesques du piano à queue, jusqu'au son volumineux qui montait de l'estrade semblait sans rapport avec sa propre force. Seule ombre qui entachait mon plaisir, j'étais placé du mauvais côté de l'instrument. Le piano massif cache facilement l'artiste, l'engloutit, au contraire de la plupart des autres instruments. Il renferme en lui tous les sons, du plus grave au plus aigu, contient tous les répertoires. C'est un monstre, une diligence à 8 chevaux, si l'on compte un par octave, lancé à toute allure. Je m'avisai, à certains moments du concert, à la lueur des lampes qui éclairaient la scène, que les poignets et la racine des phalanges se reflétaient dans la laque du piano. Cependant, je ne voyais pas ses doigts à l'œuvre et me demandais comment de si petites mains pouvaient attraper autant de notes à la volée. Conscient d'être témoin d'un moment unique, je décidai de braver l'interdit. Je pris une photo et voulus faire un film. J'avais pris soin néanmoins de désactiver le flash. Je me félicitais de pouvoir voler ces quelques instants d'autant plus rares et précieux que peu devait avoir eu mon audace. Plus tard, de retour chez moi, je constaterai que les photos étaient floues et que le film n'avait pas démarré. Anna Catafalque avait commencé par Bach et Handel, dont les accointances paraissaient évidentes. À l'aune des œuvres choisies, elle poursuivit avec Schubert et son Angerer-Stücke. Avant chaque pièce, elle annonçait ses œuvres à la façon d'un chambellan. Elle expliqua que Schubert avait voulu jouer cette pièce à quelques amis. Il avait dû s'arrêter en plein milieu et s'était exclamé « Il n'y a que le diable qui puisse jouer cela !» Autant dire que c'était le diable en personne qu'on s'apprêtait à entendre. Anna Catafalque, après une telle introduction, n'avait pas le droit à l'erreur. La pièce n'était qu'une suite de prouesses techniques, loin de l'univers sensible et de la nostalgie intemporelle de Schubert. Chaque thème semble en gestation, mais fuit déjà vers un autre avant que d'être abouti, sans retenir l'attention, en sorte que, à l'issue, on n'en mémorise aucun. C'est peut-être la raison pour laquelle j'eus l'impression que j'entendais ce morceau pour la première fois. Anna Catafalque ne ménagea pas de réel entr'acte. Juste une pause de quelques minutes pour écouler toutes les toux contenues depuis 3/4 d'heure et ceux désaltérés. La seconde partie changea résolument de siècle. On quitta la rationalité savante et mécanique des anciens compositeurs pour gagner les rives de la rêverie, de la pure félicité, de l'onirisme exacerbé. Debussy et Ravel étaient à l'honneur, les deux compositeurs alliaient par une étrange gémellité qu'ils auraient probablement dénoncée mélange de couleurs, palette de pastels chatoyants, horlogerie à la fois souple et précise, à l'image de ces algues flottant en surface, mais dont les racines sont fermement ancrées dans le lit de la rivière. Ces deux-là entretenaient de telles similitudes d'écriture que je ne m'aperçus pas tout de suite qu'Anna Catafalque avait enchaîné les deux sans marquer de césure. Sans doute l'avait-elle fait intentionnellement pour attirer l'attention du public sur la parenté de l'aîné et de son cadet. La question restait en suspens. Avait-il eu une influence l'un sur l'autre, et si oui, dans quel sens? Pour finir, Anna Catafalque ne consentit qu'un bis, une pièce minimaliste, une gymnopédie d'Éric Satie.
Les apprentis pianistes pouvaient se targuer de partager avec la concertiste cet opus du répertoire qui leur était accessible. D'aucuns devaient même se flatter de le jouer, au moins aussi bien. Anna Catafalque, après un récital éprouvant, se leva et remercia la salle de sa grande qualité d'écoute. Par ces mots, elle levait la séance sous des applaudissements nourris. Les organisateurs chargèrent le seul enfant qui semblait présent dans la salle d'un bouquet qui avait manifestement souffert des langueurs du temps, mais qui étrangement constituait un reflet assez fidèle de l'artiste en cet instant, pâle et fané. Anna Catafalque se pâma devant ces quelques fleurs rabougries, comme si elle n'en avait jamais vu d'aussi belles, et embrassa l'enfant qui reçut sans broncher ce baiser glaçant, avant de se retourner un peu étourdi, sans bien comprendre ce qu'on attendait de lui. L'organisateur du festival s'avança à son tour, il exprima ses plus vifs remerciements à l'adresse de tous ceux qui avaient participé à la réussite de ce concert d'exception. Il convia enfin l'assemblée à prolonger ce moment de partage avec l'artiste dans la grande salle de la commanderie située de l'autre côté de l'église. La foule, à ce signal, se mit en branle et je me joignis au cortège qui transhuma d'un lieu à l'autre. Il fallait sortir dans la nuit et remonter la rue au milieu d'ombres en mouvement. Nous pénétrâmes dans une salle aux lumières tamisées. Sur une table de fortune, on ne pouvait manquer le présentoir sur lequel était exposé un choix de disques de l'artiste. Les derniers arrivants poussaient les premiers vers une antichambre qui elle-même donnait sur une grande salle de réception. Y était offert rafraîchissement et amuse-gueule qui étaient fort bienvenus. Anna Catafalque, quant à elle, avait emprunté un passage secret qui reliait l'église à la commanderie. Il est des artistes qui impressionnent par la concentration et la densité extrême de leur esprit, qui irradient autour d'eux de leur aura. Quant à Anna Catafalque, l'aurais-je croisée au milieu même de cette assemblée, sans être prévenue de son identité, je ne l'aurais pas remarquée. Elle était insignifiante, quantité négligeable, au milieu de la foule, tant elle était petite et décatie. La nature est cruelle avec les femmes, elle les défigure, plus que cela, elle les dévore. Il était impossible de se rappeler sous ces traits vieillissants et ravagés la femme piquante et énergique qu'elle avait été, dont ses anciens portraits étaient témoins. Peut-être, pour cette même raison, elle ne recherchait pas le contact, elle paraissait très fatiguée, exténuée même, et on pouvait le comprendre. 2 heures de concert de cette intensité-là, même un jeune virtuose y eût épuisé sa santé. Il fallait fournir un effort de mémoire pour se persuader que c'était la même personne dont les mains virevoltaient sur les touches du piano encore quelques minutes plus tôt. Je m'autorisai un verre de cidre, autant parce que j'avais soif que pour me donner une contenance au milieu de cette assemblée qui comptait beaucoup de cheveux blancs. Je déplorais, comme à chaque fois, l'âge moyen des auditeurs. Anna Catafalque était sollicitée sans discontinuer depuis le moment où elle était entrée dans la commanderie. Son étal de disques était dévalisé, chacun donnait l'impression de la connaître personnellement, à moins que ce ne fût une impression dérivant de la proximité physique avec l'artiste descendu de son piédestal. Je guettais le moment où je pourrais lui placer mon enveloppe, mais je ne voyais pas comment sans être maladroit et me sentir ridicule. Déjà, je me voyais repartir avec mes partitions. C'est alors que la vieille femme qui avait déposé les affiches chez le dentiste et qui m'avait pris près d'elle lors du concert arriva, telle la Providence. C'était le 3e petit miracle. Je lui exposai en quelques mots l'objet de mes pensées. Aussitôt elle me prit par la main et m'entraîna dans un geste infantilisant qui me mit mal à l'aise auprès de l'organisateur du festival, ami proche d'Anna Catafalque, et avec lequel elle-même entretenait des liens qui lui permettaient de lui parler en toute franchise. Ils échangèrent quelques mots, l'homme accepta d'intercéder pour moi sur les recommandations de la vieille dame qui consentit enfin à me lâcher la main.
Celui-ci m'entraîna à sa suite, de sorte que je revins à mon point de départ. Sans me connaître, il fit mon panégyrique auprès d'Anna Catafalque, pianiste et compositeur de talent. Qu'en savait-il? Je tâchais aussitôt de modérer ses épithètes excessives, je jouais un peu de piano et composais à l'occasion. Je lui exposais que j'avais préparé une enveloppe à son attention. Anna Catafalque ne chercha nullement à dissimuler le peu d'enthousiasme que lui inspirait mon offre. Elle me prévint aussitôt qu'elle recevait beaucoup de sollicitations de toutes sortes, qu'elle en avait toute une pile en attente et que, par conséquent, il ne faudrait pas m'attendre à avoir une réponse avant longtemps et peut-être jamais. Je fus tout aussi clair avec elle afin de dissiper un possible malentendu. Je n'attendais rien d'elle, sinon peut-être un avis. Je me retenais de lui dire, vexé, « Mais enfin, regardez-vous, qui pourrait encore attendre quelque chose de vous? Vous ne semblez déjà pas vous suffire à vous-même. Vous êtes dans l'économie, la parcimonie, presque la survie. Encore un pas et vous tombez dans votre tombe. » Elle prit l'enveloppe que je lui tendais et s'enfuit du côté de la porte dérobée où elle avait remisé ses affaires. Elle revint peu après. J'en profitai pour lui poser 2 questions. La première, « Le piano sur lequel vous avez joué est-il le vôtre ?» Non. Je faisais une allusion au pianiste légendaire Sviatoslav Richter et son non moins légendaire piano Yamaha que la marque lui affrétait. Ou à cet autre pianiste de légende, Arturo Benedetti Michelangeli, qui ne se déplaçait jamais sans le convoi de ses 2 pianos Steinway, comme un cirque se déplace avec ses éléphants, sur lequel il choisirait de jouer au dernier moment en fonction de critères connus de lui seul. Ce qui était aussi une manière un peu vicieuse de remettre Anna Catafalque à sa place. Certes, elle était une très grande pianiste, mais je ne croyais pas qu'elle eût encore inscrit son nom au panthéon des pianistes du siècle. On trouve toujours son maître. La seconde, quand vous jouez, à quelle mémoire vous fiez-vous? À la mémoire du geste? Vous récitez-vous mentalement les notes? Sa réponse fut qu'elle ne savait pas me répondre. Ce dont elle était sûre, c'est qu'elle ne se récitait pas le texte. J'avais pourtant vu ses lèvres bouger comme si elle annonnait les notes. C'était un mélange de mémoire auditive et gestuelle. Elle n'aurait su dire mieux. Je fus décontenancé et pour tout dire une nouvelle fois déçu. Tant de métiers, et elle ne pouvait dire quel était le ressort le plus puissant de son être pour mémoriser tant de pages de musique. Il était pour moi inconcevable de traverser une vie aussi riche, de réaliser une telle carrière sans se poser certaines questions quasi existentielles. D'autant que l'artiste se targuait de transmettre son art au plus grand nombre ainsi qu'à une poignée de disciples. Celui qui a un don se contente bien souvent d'en user, sans pouvoir identifier les voies mystérieuses par lesquelles il lui a été insufflé. Pourquoi chercherait-il à remonter à la source? C'est déjà assez que de concentrer tout son temps et son énergie à le développer, de sorte que sa réception semble devoir toujours s'accompagner de la nécessité de l'exploiter sans qu'il faille s'interroger sur son origine. Et c'est une grâce qui est faite à son bénéficiaire. En même temps qu'il reçoit son don, il se voit épargner toute occasion de distraction. Ainsi, il peut se concentrer tout entier à son art, sans s'en étonner, ni rien lui retrancher. Un artiste ne confine au génie que s'il fait le don total de sa personne à son art, de sorte qu'un don ne vaut que s'il est rendu. L'artiste reçoit pour donner. L'entretien tourna court. Je la voyais lutter contre sa fatigue et préférais prendre congé. J'entendis alors qu'il était question de la masterclass qu'Anna donnait tous les jours de cette semaine. Je réfléchis que j'étais libre le samedi suivant. Je demandai à l'intéressée si elle voyait un inconvénient à ce que je m'y présente. Elle ne manifesta encore une fois aucune émotion. Elle se contenta de répéter mécaniquement que sa masterclass était ouverte au public. J'en déduisis que j'étais libre d'y assister si cela me chantait. Je partis, sans même prendre la peine de la saluer.
comptant tout de même de m'être allégé de mon enveloppe. Après maintes tergiversations, je décidai le samedi suivant de mettre mon orgueil de côté et d'assister à la masterclass d'Anna Catafalque. Je me donnai pour raison et prétexte que je n'y allais pas pour Madame Catafalque, mais bien pour Monsieur Piano. La masterclass se tenait dans les locaux de l'abbaye royale de Celles-sous-Belle. Je ne m'y étais jamais arrêtée avant ce jour. Les bâtiments, le jardin, le cadre, tout y était splendide. Cependant, ce haut lieu d'histoire était maintenant une coquille vide. Depuis longtemps, il n'y avait plus d'abbé. Le site avait été réaffecté à l'organisation de manifestations culturelles, spectacles, expositions, réceptions, résidences d'artistes. Je pénétrais par les lourdes grilles du parc. La lumière de cette fin de matinée d'été, brillante, irisée, était idéale. Un couple de mariés se faisait photographier dans les jardins. La façade de l'abbaye était haute et massive, d'un seul tenant tout en longueur. Je m'avançai jusqu'au pied du perron. Aucune indication ne permettait de s'orienter. Je perçus soudain l'écho lointain d'un piano, souvent interrompu. Je sus que je n'étais plus très loin. Je montai les marches et poussai la porte principale qui s'ouvrait sur un vaste hall. Sur les côtés, à droite et à gauche, d'anciennes portes en bois sculpté formaient des niches à l'intérieur de cadres de pierre surélevés. Un escalier central desservait les étages. Je continuai de me guider à l'oreille. À gauche, d'ailleurs, je notais qu'il y avait de ce côté des affiches faisant l'article sur les différents artistes du festival, violonistes, hautboisistes, pianistes, etc. Anna Catafalque était une parmi d'autres. Cette fois, je ne doutais plus. Le piano résonnait au verso de l'une de ces antiques portes en bois. Le loquet, volumineux, était d'origine. J'hésitais à l'actionner. Je profitais que le piano s'était tu pour m'introduire. J'actionnai la poignée dans un bruit de ferraille tonitruant dont le raffut me révolta. J'entrai dans une grande salle lumineuse où était disposé un grand nombre de sièges dans l'attente d'un public à venir, tous vides. Une jeune fille se tenait au piano. Je reconnus la dénommée Célia, dont la photo était affichée dans le hall, aux côtés de celle d'Anna Catafalque. Son mentor était assis à côté d'elle à sa droite. Une fois franchi le Rubicon, je ne pouvais plus reculer. Je m'enhardis et refermai la porte derrière moi, dans un nouveau grincement des gonds. Les sièges se répartissaient au pied du piano. Les rangs étaient si serrés qu'il était inconcevable de marcher en crabe sur une telle longueur. Je n'avais d'autre choix que de passer à côté des deux pianistes pour m'engouffrer par une brèche pratiquée au milieu des rangs à la perpendiculaire de l'instrument. Je m'avançai donc résolument. Au moment de frôler Anna Catafalque, je retins mon souffle. Seul, pour ainsi dire pris au piège, il m'était déjà assez pénible de me faire l'effet d'être un importun. Je pris le parti de m'asseoir au troisième rang, ni trop près, ni trop loin. C'est par l'effet de groupe que l'alchimie se crée entre l'artiste et son public. Mais que ce public se réduise à quelques têtes, et c'est tout autant l'artiste que les membres de ce public qui sont en proie à un sentiment de malaise. Voilà bien une question à teneur philosophique. Combien de spectateurs forment ce qu'il est convenu d'appeler un public? Autant se demander combien de grains de sable sont nécessaires pour former un tas. Ce n'est qu'après quelques instants que la jeune virtuose qui siégeait devant l'instrument leva les yeux vers moi. Évidemment, elle était curieuse d'apprendre devant qui elle se produisait. D'ordinaire, toute cette phase préparatoire que n'aiment pas dévoiler les artistes est cachée, car elle révèle leurs failles et leurs faiblesses. M'apercevant, elle esquissa néanmoins un sourire, tout en hochant la tête à l'audition des conseils d'Anna Catafalque. La présence de cette jeune fille rayonnante, aux longs cheveux blonds, d'une incroyable virtuosité, capable de recommencer cette pièce de Chopin, la sonate numéro 2, à n'importe quelle mesure, éclipsa d'abord la maestro. Je pris ensuite le temps d'observer Anna Catafalque. Elle était d'une blancheur cadavérique, que soulignait plus encore son vêtement noir.
Elle ne semblait guère douée de plus de vitalité qu'à l'issue de son concert. J'éprouvai une nouvelle fois, sans pouvoir l'expliquer, un sentiment de malaise. Ce malaise était pour moi d'autant plus perceptible que se côtoyaient deux personnalités aux antipodes, une jeune et jolie jeune fille et une femme vieillissante, pour ne pas dire vieille. La première était aussi fougueuse et lumineuse que l'autre était sombre et terne. En résumé, l'une était incroyablement vivante quand l'autre semblait déjà appartenir au monde des morts. Je jugeais certains morceaux de prouesse de Célia très remarquables. Mais Anna, l'esprit chagrin, l'arrêtait sans cesse. Vous devriez plutôt faire comme ceci, comme cela. Vous faites tatatam, essayez titatam, etc. La jeune fille obtempérait, tâchait de faire de son mieux pour complaire à son aînée, mais il ne paraissait pas qu'Anna fût jamais satisfaite. Elle ne disait jamais « c'est mieux », ne s'enquérait pas de l'avis de son élève, de sorte qu'il n'y avait pas d'échange et que tout allait à sens unique. Elle n'essayait pas de s'adapter au talent spécifique de la jeune pianiste, de le révéler. Elle ne cherchait pas davantage à expliciter la pensée de Chopin, le contexte de l'œuvre. Qu'avait-il voulu exprimer? Que signifiait cette suite de double croche, cet accelerando, ce pianissimo, ce rubato? Anna dictait en lieu et place du compositeur. De quel titre se prévalait-elle? Tenait-elle ses instructions de Chopin lui-même? Il n'y avait donc qu'une façon de jouer, la sienne. Anna ne se mettait pas au piano. Elle commandait à distance et Célia exécutait. Je n'eus donc même pas la consolation de voir s'agiter ses doigts sur le clavier, ce qui m'avait été interdit durant tout le concert. Décidément que cette Anna catafalque me semblait avare d'elle-même. Elle ne donnait de sa personne que le strict nécessaire, à dessein peut-être de ne pas éparpiller ses forces jalouses en prévision du prochain concert, qu'elle jetterait jusqu'à la dernière dans la bataille, n'en gardant aucune par devers elle. N'étais-je pas injuste envers elle? Ce que je prenais pour un manque de générosité était peut-être une façon de compenser son manque de vitalité, le moyen de rassembler, de thésauriser ses forces, ce qui passait par un régime de vie ascétique, une hygiène sévère, qui excédait largement la parenthèse du concert et régissait en tyran toutes les autres heures de son existence. Après tout, habitué à ses prouesses, son public était devenu aussi exigeant qu'elle, et n'aurait pas compris, non plus qu'admis, qu'elle soit ne serait-ce qu'un jour au-dessous d'elle-même. C'est peut-être cela le comble de la générosité, tout au contraire, de savoir se réserver et se donner aux bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit, pour mieux se transcender et offrir le meilleur de soi dans un abandon total. C'était peut-être au prix de ce sacrifice que ces concerts étaient devenus des moments impérissables et légendaires. Il n'empêche, je la trouvais dure, injuste envers sa jeune disciple. J'avais envie de crier à Célia « Ne l'écoutez pas, c'est elle seulement ce qu'elle dit. Elle est jalouse de votre jeunesse, de votre talent, de votre beauté. Développez votre propre personnalité, au contraire. Devenez vous-même une interprète unique. Distinguez-vous au lieu de copier. Vous plairez ou vous irriterez, du moins, vous ne laisserez pas indifférente. Ne vous dévalorisez pas en allant vers les autres. Laissez-les venir à vous, et quand ils seront assez prêts, soumettez-les. » J'avais même envie d'ajouter « Toutes les pièces que vous jouez sont d'une telle virtuosité qu'il faut, pour réussir à les jouer parfaitement, y consacrer sa vie. L'amateur du dimanche ne pourra jamais que les ânonner et les écorcher, alors faites comme bon vous semble. Chopin n'est plus là pour vous entendre. Et il y a fort à parier qu'il vous aurait donné carte blanche, trop heureux de voir que ses œuvres chantent encore sa gloire plusieurs siècles après qu'il les a composées, et curieux de leur découvrir des points de vue, des angles et des couleurs qu'il ne leur aurait pas soupçonnés. » Célia arriva à un passage qui présentait une grande difficulté technique. Il fallait dans ce passage rejeter les bras de part et d'autre du corps et effectuer un aller-retour effréné entre les notes du milieu et celles situées aux deux extrémités. Le pianiste n'avait pas de repère et ne devait donc compter que sur sa parfaite connaissance des écarts entre les notes.
Célia s'y reprit plusieurs fois, s'énerva, revint plus en amont, retenta, elle sauta plus vite encore comme pour s'étourdir, ne sachant pouvoir se fier qu'à son instinct. Elle manqua une ou deux marches, dégringola, mais finit par s'agripper à la paroi et passa l'obstacle. Elle paya le prix de ses efforts, car elle dut se reposer plus loin, comme essoufflée, éreintée, heureusement arrêtée dans son élan par son professeur. Anna Catafalque profita de ce moment de répit pour se retourner furtivement de mon côté, comme si elle semblait se rappeler soudain ma présence. Elle baissa le nez pour regarder par-dessus ses lunettes et me jeta un regard mortifiant. Elle me gratifia d'un bref « bonjour » sans faire davantage cas de moi. Je n'aurais su dire si elle me remettait. Je ne peux pas même dire que j'étais déçu. En vérité, cette courte salutation neutre, sans affect, reflétait le personnage. J'acquis la conviction définitive qu'il ne fallait rien attendre d'elle. Elle vivait comme elle jouait et comme elle enseignait, mécaniquement, sans émotion, aussi bien qu'une machine. Le cours de mes pensées fut interrompu par le bruit de la lourde porte en bois qui craqua, livrant passage à un fringant jeune homme, assez râblé, mais au pas souple et délié. Je vécus son arrivée avec un certain soulagement. Il s'assit au premier rang, à côté des deux pianistes, sans gêne aucune. Je devais bientôt comprendre qu'il attendait son tour. Il était l'autre élève de la masterclass. Étrangement, je n'avais pas remarqué son portrait, qui devait pourtant figurer dans le hall, aux côtés de celui de Célia, dont le joli minois recueillait toute la lumière. Son irruption marquait la relève de la garde. Anna Catafalque consulta sa montre. Elle demanda à Célia si elle souhaitait encore étudier d'autres parties de l'œuvre de Chopin. L'élève commença dans la précipitation le troisième mouvement, celui de la marche funèbre, lequel ne s'accommodait guère d'un tempo rapide. Anna Catafalque la réprimanda sèchement. Célia tenta de se justifier. Elle voulait atteindre la transition vers le thème suivant. Anna s'impatienta plus encore et dans un geste qui ne souffrait pas l'objection, elle referma la partition qu'elle lui tendit en manière de clore la séance. Force fut à Célia de céder sa place au jeune homme. Sans doute, plus par politesse que par intérêt, elle s'assit au premier rang. Foin de la pianiste démonstrative, elle devenait à son tour spectatrice. Elle consulta son téléphone, un pied négligemment posé sur le siège mitoyen. Elle redevenait une jeune fille de 20 ans, elle composait à travers cet anachronisme. Elle vivait à travers son art à une autre époque, celle de l'apogée du piano, et avait des préoccupations d'une jeune femme de son temps. Anna Catafalque avait profité de cette pause pour se retirer un moment. Je voulus en profiter pour entamer la conversation avec Célia. Je savais ne disposer que de quelques instants. Je commençai par la féliciter comme il se devait. Elle me remercia. Je lui demandai de me rappeler le titre de la partition qu'elle venait de jouer, si connue. Elle me renseigna volontiers et crut devoir ajouter, me croyant peut-être un expert, que si la seconde sonate qui renfermait le thème célèbre de la marche funèbre était beaucoup jouée, la première sonate, en revanche, avait quant à elle sombré totalement dans l'oubli. Je m'enquis des raisons qui l'avaient amené à suivre la masterclass d'Anna Catafalque. « Vous n'ignorez pas que c'est une très grande pianiste, peut-être la plus grande, me répondit-elle, comme si le seul talent de l'artiste suffisait à justifier sa présence ici. Je me retins de lui rétorquer que la qualité de l'artiste n'induit nullement la qualité du professeur. Comment une si grande pianiste peut-elle faire l'impasse sur le compositeur? Pas une fois elle n'avait cité le nom de Chopin, évoqué sa vie, sa relation avec George Sand, le château de Nohant, les visites d'amis, les deuils, comme si la partition était indépendante de son auteur. J'insistais. Pourquoi elle plutôt qu'un autre pianiste? Célia eut alors ces mots. Sa technique est hors pair. Elle joue toujours toutes les notes et ne se trompe jamais. Ah, la sacro-sainte technique du pianiste. Pour ma part, j'en avais toujours été dépourvu.
De là, peut-être, que je tâchais de me donner des excuses, que j'estimais qu'on devait pouvoir s'en passer, ou, me disais-je, nul ne s'autoriserait plus à jouer du piano. Il fallait accepter l'à peu près. Évidemment, c'était le Saint Graal, recherché par tous les jeunes talents censés leur ouvrir les portes des salles de concert. Me voyant toujours aussi perplexe, Célia tenta d'éclairer ma lanterne. Anna peut jouer 10 fois, 100 fois le même morceau. Elle le jouera toujours à l'identique. Elle a la faculté de se répéter elle-même. Je me rappelais le concert de l'avant-veille. C'est ce qui m'avait frappé. Son incroyable régularité rythmique et la constance de sa sonorité, les deux conjugués finissant par emporter l'auditoire, comme si toute la salle était embarquée sur un même vaisseau capable de fendre les vagues de la haute mer. Le jeune pianiste avait commencé ses exercices, non pas tellement pour se mettre en doigt, car celui-ci, aussi bien que Célia, semblait né virtuose, que pour prendre la température de l'instrument, consulter sa couleur du matin. Il échangea quelques mots d'anglais avec son acolyte. Je compris qu'il jugeait le piano particulièrement puissant, offrant peu de nuances. Anna Catafalque revint, une tasse de café à la main. Elle la posa sur la petite table qui était disposée près d'elle, à côté de son sac, un tout petit sac. Je mesurais combien son existence se réduisait à portions congrues. Elle menait une vie d'ascète, presque dans le dénuement. Combien de temps passait-elle chez elle? Je me souvins de l'allusion qu'elle avait faite durant son concert sur la solitude de l'artiste dans sa chambre d'hôtel, vagabondant de ville en ville, frôlant tant d'inconnus qui finissaient par se ressembler, cela tout au long de l'année, et les années succédant aux autres. L'arrivée de la maestro jeta pour ainsi dire un froid. Le jeune pianiste se redressa sur son siège, Célia se concentra sur son téléphone, et pour ma part, je me changeai en statue de sel. Anna Catafalque interrogea le jeune homme sur son programme. Celui-ci entama un scherzo de Chopin. Encore Chopin. Le piano semblait n'avoir qu'un maître. Il jouait d'une manière très différente de Célia, presque aux antipodes. Elle était tout en doigts, articulait les phalanges comme les pattes d'une araignée, rentrait en profondeur dans le clavier, faisait corps avec son instrument. Lui, au contraire, se contentait d'animer le bout des doigts. Tout le travail était préparé en amont, au niveau des épaules et des bras. Il ne forçait nullement, et cependant le son était puissant. La pluie de notes tombait de rue. Ce qu'on entendait ne semblait pas correspondre à ce qu'on voyait. C'était ou bien très injuste, tant il était doué de facilité, ou bien une fausse technique qui ne pouvait tromper à terme, car elle ne permettait guère de varier les nuances. Anna Catafalque semblait elle-même dubitative. Là où un néophyte eût applaudi, elle décortiquait, ne s'en laissait pas compter, résistait à la déferlante de notes qui semblait soudain s'échapper par une vanne ouverte. Son oreille experte décelait chaque note, chaque inflexion, découpait, récapitulait, dépeçait. L'élève devait reprendre et Anna opinait du chef, quoique pour ma part je ne distinguais aucune différence. Comme si elle en avait assez entendu, et souhaitant peut-être elle-même thésauriser les bons conseils que sa mentor lui avait délivrés, Célia quitta soudain son siège sans prévenir, me laissant seule de nouveau. Je ressentis un froid sitôt que la porte se referma derrière elle. Si le spectacle de Célia avait été des plus charmants, celui de ce jeune homme, nonobstant son talent au moins égal, était d'un ennui mortel en comparaison. C'était de la musique pour la musique. Il y manquait de la chaleur, du vécu, en un mot, une âme. Je résistais à mon envie de fuir. Qu'espérais-je? Qu'Anna Catafalque se retournerait enfin vers moi, ne serait-ce que pour me gratifier d'un regard, d'un sourire, entamerait la conversation. Ah, mais je vous reconnais, j'ai commencé à étudier vos partitions, vous savez. Je réfléchis que rien ne m'obligeait à rester, que c'était encore faire trop d'honneur à cet artiste que de lui consacrer davantage de mon temps.
ce n'est pas sans savourer une forme de vengeance que je me levai à mon tour, passai ostensiblement à côté d'elle sans même daigner la saluer. Je n'eus cette fois aucun scrupule à actionner le loquet bruyant de la porte et à laisser celle-ci se refermer lourdement derrière moi. J'avais imaginé que Célia serait de l'autre côté de la porte, qu'elle m'attendrait peut-être pour poursuivre notre échange interrompu, mais je ne la voyais nulle part. Je supposais qu'elle était montée à l'étage, où devait être mise à sa disposition une salle d'étude. Je balançais. M'armerais-je d'assez d'audace pour pousser mes investigations jusqu'aux étages? Je vis sur l'affiche qu'avait lieu le lendemain le récital des 2 élèves de la masterclass. Je me promis plutôt de revenir. Le lendemain, donc, j'étais au récital. Nous étions une 12aine à avoir fait le déplacement. Anna Catafalque s'avança, face au public, pour présenter ses 2 étudiants. Elle se fendit d'une bafouille pour dire qu'elle n'avait, en définitive, rien à leur apprendre, qu'ils étaient déjà au sommet, qu'ils avaient l'étoffe de grands artistes, n'attendant plus que de trouver leur auditoire. Discours convenu, inlassablement resservi dans ce genre de circonstances, qui tranchait singulièrement avec son attitude hautaine de la masterclass. Célia commença. Je me rappelais le passage des allers-retours éclairs entre les différentes parties du piano. Ce passage, je l'attendais et l'appréhendais pour elle tout en même temps. Avait-elle réussi à surmonter la difficulté en 24 heures? Les doigts de la jeune pianiste galopaient plus vite encore que lors de la masterclass. Elle semblait vouloir prendre son élan, s'étourdir de musique, peut-être pour ne pas réfléchir. Était-ce la solution? Mon cœur faillit craquer dans ma poitrine, et plus encore lorsque, dans la suite des accords plaqués et rejetés de part et d'autre du clavier, une note fallacieuse s'invita. Célia avait réussi à passer par-dessus la suite d'obstacles, mais cette note continuait de résonner à mon oreille à la façon d'un bourdon entêtant. Je ressentis une profonde gêne pour elle, qui m'empêchait de jouir du récital à compter de cet instant. Elle-même, pourtant, ne semblait nullement entravée dans ses progrès, soit qu'elle n'eût pas entendu la fausse note, tant elle était concentrée sur son geste, soit qu'elle admettait celle-ci presque comme une fatalité résiduelle, inévitable, se félicitant tout au contraire de n'en avoir pas commis d'autres. Tout de même, il fallait qu'elle ait une énorme foi en ses capacités pour passer outre. Ce passage franchi, rien ne paraissait pouvoir l'arrêter. Elle galopa ainsi jusqu'au terme de ce mouvement endiablé. Et résonna ensuite le glas de la marche funèbre, cet hymne drapé de noir. Par quel mystère ce passage d'une œuvre plus vaste a-t-elle pu se rendre indissociable des cérémonies mortuaires? La mort elle-même a son propre refrain. Pour comble, Chopin avait été accompagné dans la tombe au son martelé de ses propres notes. Avait-il imaginé au moment où il composait qu'il écrivait son oraison funèbre? Il y avait quelque chose de contre-nature, une violence muette, dans une association d'une jeune pianiste débordante de vie et d'une œuvre aux accents funestes. Je désapprouvais ce choix et me demandais même comment Anna Catafalque avait pu l'autoriser. Il y a un âge pour tout. Je tournai mon regard du côté de la maestro. Celle-ci écoutait, sans manifester, ce n'était pas une surprise, la moindre émotion. Je me posais la question: comment peut-on écouter impunément la moindre musique quand on s'est soi-même hissé sur les cimes? Son esprit critique, par le pli déformant de l'habitude, ne devait jamais plus cesser de s'exercer sans parvenir à s'abandonner au flot musical. À la fin de sa prestation, des applaudissements nourris fusèrent, comme pour recouvrir et peut-être mieux oublier la fausse note et signifier accessoirement à Célia qu'on la lui pardonnait. Je ne pouvais m'empêcher de me poser la question. Était-ce des applaudissements de satisfecit ou d'encouragement? Les seconds seraient les pires. Sur les milliers de notes que Célia venait de jouer, je n'en retenais qu'une seule. Elle, la traîtresse, cette petite tache qui déparait ce beau front angélique. Tous les applaudissements du monde ne pourraient l'ensevelir. Le meilleur pianiste du monde, décidément, ne réussirait pas à la bannir totalement de ses doigts, comme si elle était inscrite elle-même au répertoire. À tout moment, elle pouvait surgir, bête tapis, prête à fondre sur sa proie.
On devait craindre sa morsure, potentiellement mortelle. Combien de carrières avait-elle fauché net dans leur élan? Elle exerçait une sombre terreur à l'endroit de tous ceux qui avaient le courage de poser les doigts sur un clavier. Car il en faut du courage pour s'exposer, monter sur un fil, sans filet, tel un funambule. Si l'erreur est humaine, assurément, elle n'est pas tolérable en musique, et moins encore au piano. Pour être musicien professionnel, il faut s'élever au-dessus de sa condition humaine. Voilà ce qui m'échappait. Même le meilleur orateur se voit parfois trahi par sa langue, qui fourche immanquablement. Sous le pas du marcheur, même le plus alerte, il peut arriver que sa cheville se dérobe, mais qu'un pianiste se trompe et toute la salle s'en émeut. C'est qu'il y a tant de notes au piano. Sous les doigts du pianiste, c'est tout un orchestre qui joue. Le pianiste s'apparente en vérité davantage à un chef d'orchestre. Il doit gérer sous sa baguette tous ses doigts et leur imposer une discipline de fer pour éviter la cacophonie. Ce fut, à la suite de Célia, au tour du second disciple de prendre place au piano. Il fut égal à lui-même, d'une virtuosité incontestable, et cependant d'un ennui mortel. Il déroula son scherzo de Chopin sans encombre, puis attaqua la toccata de Schumann qu'il mena tambour battant. Cependant j'écoutais d'une oreille distraite, je n'avais d'yeux que pour Célia. À l'issue du récital, je décidai de me rapprocher d'elle. Elle me reconnut, je lui réitérai mes compliments de la veille. Elle me prit à témoin, comme si elle devinait mes pensées. Ce passage, je l'ai déjà réussi pourtant. Pourquoi me résiste-t-il toujours en concert? Et par surcroît, devant Anna. La jeune virtuose semblait davantage soucieuse, en vérité, de la vie de son mentor que de celui de ce maigre parterre devant lequel elle n'aurait sans doute jamais l'occasion de rejouer. Je lui demandai « Savez-vous quel remède y apporter ?» Elle hésita. « Je crois bien que j'ai atteint ma limite. J'ai tenté toutes les méthodes, la répétition à outrance, l'apprentissage les yeux bandés, la sophrologie, même l'hypnose. Rien n'y fait. Je fourche immanquablement dans ce passage, et d'ailleurs pas toujours aux mêmes notes. » Je voulus lui susurrer à l'oreille une parole réconfortante. « Ne pensez-vous pas qu'avec l'âge, l'expérience vous en viendrait à bout ?» Célia se désespéra. « Mais au même âge, Madame Catafalque enregistrait cette œuvre, la programmait à ses concerts, et jamais, non, pas une seule fois, je n'ai entendu dire qu'elle avait failli. » À l'évocation de son nom, je portai mon regard du côté de l'intéressée. Je remarquai qu'elle montrait des signes d'impatience. Ces mondanités de campagne lui étaient à l'évidence odieuses. Par loyauté, Célia et son acolyte la rejoignirent pour la remercier une fois encore devant témoins de tous les trésors d'attention qu'elle leur avait prodigués au cours de leur séjour. Je restai à distance alors que la place était libre. Je répugnais à renouveler tout contact avec Anna Catafalque. Elle me voyait pour la 3e fois en quelques jours, et elle ne semblait toujours pas me remettre, aussi bien que si j'étais transparent à ses yeux. Par crainte de se disperser, de se corrompre, pensai-je. J'attendis que Célia soit de nouveau seule. Mais la jeune femme restait à distance. Cette attitude exaspéra mon désir de renouer le lien avec elle. Mais c'était sans espoir. Le récital clôturait la semaine de masterclass. Les 2 élèves et leur professeur allaient repartir sur les routes. Chacun allait reprendre le cours de sa vie dans des directions différentes. Je préférais m'éclipser. Je poussai une dernière fois le lourd battant de bois, mais au lieu de sortir par la porte du hall, je me dirigeai furtivement vers le grand escalier central sans même réfléchir à ce que je faisais. Il est d'ailleurs probable que si j'avais délibéré à l'avance de monter aux étages, ma volonté eût fléchi. Je n'avais pas de but précis. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Je songeais que la meilleure attitude à tenir consistait à adopter l'allure de quelqu'un qui a ses entrées ici et poursuit un but précis. J'arrivai ainsi au 1er étage. Une porte claqua, témoignant d'une présence sur ce palier. Je perçus la mélopée étouffée d'un violon et d'un hautbois. J'avançai,
guidé par le son des instruments, le violoniste récitait un thème du concerto de Tchaïkovski, le hautbois jouait une mélodie que je n'avais jamais entendue. Toutes ces notes se mélangeant dans l'antre du corridor ne parvenaient pas à s'harmoniser entre elles, ce qui créait l'impression d'un joyeux charivari. L'étage comptait 6 portes. Je frappais à une première porte, où il me semblait avoir entendu du bruit. J'eus une réponse, je m'enhardis à ouvrir, une jeune violoncelliste accordait son instrument. Je cherche Célia, la chambre en face. Je venais de refermer la porte après l'avoir remerciée et eus aussitôt un regret. Que n'avais-je demandé où logeait Anna Catafalque? Je balançais pour frapper de nouveau. Mais déjà la jeune femme avait commencé de faire sonner son instrument. Par un réflexe étrange, au lieu de me diriger vers la chambre de Célia, je poussai une autre porte où je n'avais décelé aucun bruit. C'était la chambre d'un homme, assurément, sur la foi des vêtements et des souliers qui étaient disposés au pied d'une valise. Je supposais que c'était l'antre du jeune pianiste. Si j'éliminais les 5 chambres actuellement occupées, à savoir celle de la violoncelliste, de Célia et de son collègue pianiste, et les 2 autres, d'où sortaient des tirades de violon et de hautbois, ne restait plus que la dernière porte située au fond du couloir. Ce ne pouvait être que la chambre d'Anna Catafalque, à moins que celle-ci n'occupât un autre étage. Sa porte m'opposa une résistance opiniâtre. Je ployai un genou au sol et glissai mon œil par le trou de la serrure. Je n'aurais su dire s'il s'agissait d'une chambre ou d'une simple remise, car le regard traversait la pièce sans rencontrer de butée et se prolongeait jusqu'à la fenêtre. J'avais pourtant l'intuition que c'était là la chambre de la maestro. Une porte close était l'indice le plus sûr, selon moi, que son résident entendait vivre en totale autarcie, comme en un château fort, ceint de douves, pont-levis dressé. Un tel hôte avait assurément quelque secret à dissimuler ou un instrument de grande valeur à soustraire au crochet des convoitises. Je me mis en tête de rentrer dans cette chambre d'une manière ou d'une autre. Sans la clé, cela m'était a priori impossible. J'eus pourtant une idée tellement simple que la probabilité de réussir semblait très mince. Je revins devant la chambre de Célia, je poussai sa porte qui était ouverte, d'une main habile, j'attrapai la clé qui était restée à l'intérieur de la serrure, une grosse clé rudimentaire au panneton standard. Je revins devant la porte close, introduisis sa tige qui pivota sur son axe sans difficulté. L'opération, faite avec beaucoup de sang-froid, je remisai mon passe-partout au fond de ma poche. Il n'y avait pas de doute quant à la destination de cette pièce. Il s'agissait bien d'une chambre. Toutefois, ses proportions généreuses l'assimilaient davantage à une suite royale. Les meubles étaient d'époque, ils semblaient dater du temps où le roi et sa cour se déplaçaient en carrosses et en charrettes, un lit à baldaquin, aux piliers torsadés, tendu de voiles, 2 commodes de part et d'autre de la pièce, des armoires sans fioritures, et au milieu de ces vestiges datant de la Renaissance, un anachronisme, un piano laqué noir demi-queue. Toute la difficulté, quand on ne sait pas quoi chercher, est de savoir où chercher. Je déplaçais des partitions, il y en avait peu, l'artiste sans doute avait dans la tête des milliers de pages de musique du répertoire de sorte qu'elle pouvait voyager léger. Je supposais que les partitions que je trouvais étaient celles de ses prochains concerts qu'elle a notées au crayon, comme on décortique un texte, soulignant les notes importantes, les passages à accentuer, pédales, nuances, phrasés, tout était précisément indiqué comme une édition personnalisée de la partition originale. Je me mis évidemment en quête de mon enveloppe, tant j'étais curieux de savoir si elle l'avait ouverte. Je la retrouvai parmi divers papiers et du courrier qui lui parvenait peut-être en retard compte tenu de sa vie itinérante. L'enveloppe n'avait pas été décachetée. Devais-je m'en étonner?
Peut-être attendait-elle le prochain hiver pour allumer son feu. Je ne m'y appesantis pas, car déjà mon attention était attirée par un magnifique porte-document en fine croûte de cuir rouge gaufré, orné d'ornements incrustés à la feuille d'or. Le fermoir était cassé, sans doute à force d'avoir été manié. Je devinais que son contenu devait revêtir une grande valeur aux yeux de son propriétaire. J'en retirai quelques feuillets, rédigés à la main en lettres gothiques, qui m'en interdit d'abord la lecture. Je pressentis qu'il devait s'agir d'un document unique, capital, comme une forme de contrat. J'éprouvais une sensation étrange au contact de ce papier épais, bruni, rédigé à la plume d'oie. La calligraphie apparentait ces lettres en forme de losange à des notes de musique ancienne. Je dus m'y reprendre plusieurs fois pour commencer de comprendre ce que je lisais. Nous, seigneurs des eaux profondes, du feu et des enfers, conférons force de loi aux attendus qui suivent. Attendu que la dénommée Anna a choisi l'art du piano pour lequel elle s'est distinguée dans sa jeunesse, qu'en dépit de ses grandes qualités elle a prié son Seigneur de lui prêter le feu sacré, vœu qui en son temps n'a pas été totalement exaucé, que nous avons décidé de repêcher un tel talent qui menaçait de rester dans l'ombre, attendu que la dénommée Anna a accepté le marché que nous lui avons proposé, à savoir briller sur toutes les scènes du monde, que jamais elle ne faillira dans son art ni ne commettra une seule fausse note, sinon de sa propre initiative, ce qu'elle s'interdira, sans quoi ce pacte serait immédiatement et définitivement rompu, attendu qu'aucune œuvre du répertoire de la plus simple à la plus difficultueuse ne lui résistera, attendu qu'Anna pourra tout jouer de mémoire après une seule lecture et même à la suite d'une simple audition, que toutes les portes, même les plus étroites et dont les gonds seront les moins huilés, s'ouvriront devant elle, attendu qu'elle pourra jouer en compagnie de n'importe quel orchestre, dont le niveau sera rehaussé au besoin pour mettre en valeur chacune de ses prestations, que l'âge n'altérera en rien le niveau de son jeu jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière note, attendu qu'en contrepartie de ces dons uniques, la dénommée Anna nous remettra son âme à l'issue de 50 années de bons et loyaux services, qu'au surplus, au terme de son jubilé, elle devra nous délivrer une jeune âme, prometteuse dans le même art, prête à conclure un nouveau pacte annexé à la présente, que nous prêterons à la dénommée Anna apparence de vie, tant qu'elle n'aura pas trouvé cette jeune âme pour lui succéder dans l'ordre des mérites. Sous le texte était inscrite une date à laquelle avait été conclu son pacte, le 6 août 1966. Je ne trouvai pas l'annexe dont il était question. Je fus subitement interrompu. Une clé ferraillait dans la serrure. Je n'eus que le temps de sauter à pieds joints derrière le double rideau. Il me sembla que son velours, tout à la fois souple et épais, épousait la forme de mon corps et dénonçait ma présence aussi bien que si j'étais à découvert. Je misais néanmoins sur le fait qu'Anna Catafalque avait une mauvaise vue et qu'elle ne porterait pas son attention de ce côté-ci. Je craignais davantage en revanche que les battements forcenés de mon cœur n'éventent ma présence à ses oreilles. Je retenais mon souffle, tandis que je l'entendais déposer ses affaires et marmonner quelques mots inaudibles. J'étais frustré de ne rien voir. Je regrettais de n'avoir pas aménagé un Judas dans l'épaisseur du tissu par lequel j'aurais pu l'observer. Toutefois, le velours était si éculé en certains endroits qu'en y collant ma rétine, je réussis à distinguer le halo des formes, les couleurs, et mieux encore les mouvements. Anna s'assit au piano. Toutefois, au lieu d'exécuter un morceau, elle enchaîna une série de 3 accords dissonants et interrogateurs. Je devais comprendre que ces accords, dans cet ordre, constituaient un code, une formule magique, car soudain, dans un nuage de soufre duquel émanait une odeur nauséabonde, une silhouette se dessina dont les contours se raffermirent à mesure que le nuage se dispersait. Ce personnage présentait tout à la fois les traits d'un homme, des yeux, un nez, une bouche, et les attributs d'un animal, des oreilles et un front de bouc où pointaient 2 cornes et une chevelure en crin de cheval.
Je n'aurais su dire à quelle espèce il appartenait. Son regard était sévère, d'une grande dureté, aussi noir et glacial qu'un puits sans fond. Ce Méphisto, je ne voyais pas quel autre nom je pouvais lui donner, attendait qu'Anna Catafalque parle la première, puisque c'est elle qui l'avait appelée. Elle murmura, secouant la tête. « Je ne parviens pas à la faire signer. Elle hésite encore. Elle pense qu'elle peut réussir par elle-même, à force de travail et d'assiduité. » Je compris qu'elle parlait de Célia. « N'avez-vous pas un conseil à me donner pour la convaincre ?» L'identité du personnage m'était confirmée. Cette révélation, loin de m'inspirer de la terreur, me fascina. J'étais moi-même tentée de souscrire un tel contrat. J'avais toujours rêvé d'être un virtuose et de déplacer les foules. Voilà que la promesse d'une vie fascinante passait à ma portée. Par ailleurs, je jugeais presque, maintenant que j'étais dans la confidence de ce qui se tramait en coulisses, qu'il était de mon devoir de me sacrifier en lieu et place de Célia. Je trouvais en effet choquante l'idée qu'une vieille femme cherche à corrompre une belle jeunesse. Je supposais que le contrat en question était en ce moment entre les mains de la jeune pianiste qui hésitait à le signer. Je me demandais cependant s'il n'était pas requis tout de même des bases solides que ce contrat permettait en quelque sorte d'entériner et de consolider. Ce contrat consistait-il seulement à effacer les quelques mauvaises notes qui pouvaient se glisser sous les doigts du pianiste, ou avait-il pour effet de prendre possession des mains de l'apprenti sorcier, comme si d'autres mains jouaient à la place des siennes? Méphisto répondit d'une voix conforme à sa physionomie, à savoir une voix qui hésitait entre le chant et le bêlement. « Rendez-la mécontente d'elle-même, dévaluez-la à ses propres yeux, poussez-la dans ses retranchements, jusqu'à ce qu'elle commette des fautes. » Anna Catafalque répondit. « Célia, il s'agissait bien de la jeune pianiste, a une propension naturelle à se satisfaire d'elle-même. C'est à la fois sa force et son défaut. Sa nature est ainsi faite. Elle est pourtant à deux doigts de céder, non parce qu'elle pense qu'elle pourrait être une meilleure pianiste, mais pour suivre mes pas, car elle m'admire et convoite ma carrière. » Méphisto reprit. « Eh bien, exploitez ce point faible. Mettez dans la balance que, si elle veut rester votre élève, il lui faut signer. » Anna Catafalque se révolta. Son fond restait honnête. Ce serait lui mentir, car sitôt qu'elle aura signé ce contrat, vous le savez bien, en vertu même de ces clauses, mes forces me quitteront, je ne serai plus qu'un squelette réduit à l'état de poussière que le vent balayera. Je ne survivrai tout au plus qu'à travers mes enregistrements. D'ailleurs, j'ai encore besoin de temps. Je dois mettre la dernière main à mon intégrale Chopin. Je ne saurais quitter la scène sans être venu à bout de ce monument. Méphisto se moqua. « Oui, Chopin, ce faible, que je n'ai jamais pu corrompre, qui ne croyait qu'en ses propres forces, pourtant déclinantes. Combien de fois dans le secret de sa chambre il m'a méprisé, sûr de son génie, sachant ne pouvoir enfanter que dans la douleur, se recroquevillant sur son seul piano, quand j'aurais pu lui offrir de déployer son talent à l'orchestre à l'instar d'un Mozart, d'un Beethoven ou d'un Wagner. » Méphisto revint à son sujet et s'en prit plus frontalement à Anna Catafalque. « Votre âge commence à interroger, il devient urgent de passer la main. Achevez votre intégrale Chopin et que Célia signe dans la foulée. Elle n'aura d'ailleurs nullement besoin de vos soins, puisque je prendrai le relais. Ou, je vous le dis, vous perdrez une partie de vos forces et de votre talent. » Anna se redressa dans un cri. « Vous n'en avez pas le droit !» L'autre se gaussa. « Il semblerait que vous n'ayez pas lu toutes les clauses du contrat. » Il fouilla dans le porte-document de cuir rouge et tendit un long doigt griffu en direction des feuillets que j'avais consultés un peu plus tôt.
Regardez là, tout en bas, cette petite clause en annexe et en caractère peu lisible, je vous le concède. Passé 50 ans, soit à la date anniversaire de son jubilé, si le signataire du présent contrat, bien qu'ayant trouvé son successeur, a encore besoin de temps pour l'amener à signer, celui-ci pourra se voir accorder un délai supplémentaire. Dans ce cas, il ne lui sera conservé l'avantage de ses talents qu'à sa demande expresse, et par dérogation exceptionnelle, à due concurrence des efforts qu'il aura démontrés pour assurer sa succession. Dans le cas où il y échouerait, et où nous devrions nous substituer à lui, le signataire défaillant serait alors rendu à l'état qui aurait dû être le sien à prime signature, sans autre avertissement. Anna paniqua. « Vous ne pouvez pas me retirer mon talent, cela se verrait. Autant m'ôter la vie sur le champ. Aussi, je vous le demande comme une grâce. Montrez-vous patient, elle va signer. Ce n'est qu'une question de jours maintenant. » Je ne me souvenais pas, pour ma part, d'avoir lu cette clause. Le feuillet correspondant devait être resté au fond du porte-document. Je soupçonnais aussi cet être machiavélique de l'avoir rajouté pour la circonstance. Une pensée aussi peu accorte sembla attirer sur moi le regard de ce sinistre personnage qui jubilait manifestement de tenir Anna mieux que jamais entre ses griffes. M'avait-il deviné derrière le rideau? Ses yeux perçants pouvaient-ils me voir au travers? Je manquais me trahir par un léger tremblement de mon genou. Méphisto scanda alors. « Soit, je vous accorde 6 mois. » À peine avait-il prononcé ces derniers mots qu'il s'évapora aussi soudainement qu'il était apparu, dans un nuage qui ranima des effluves nauséabonds, sans même qu'Anna n'ait eu le temps de le remercier. Seule et désabusée, celle-ci resta prostrée un moment près du piano à méditer. Elle fit mine de vouloir ressortir, puis revint près de la table. Elle relut attentivement le pacte qu'elle avait conclu jadis et sembla se confirmer dans l'opinion qu'il ne lui était plus si avantageux, et notamment sur la fin de sa vie. Se découragea-t-elle? Était-elle prise d'une irrépressible envie de dormir? Elle s'approcha du lit et s'y étendit. Elle était si légère que le matelas ne se déforma pas sous le poids de son corps. Je luttais depuis un moment contre un engourdissement de mes jambes. Je priai encore sur moi, mais à la fin, je n'y pouvais plus tenir. Tant pis, Anna semblait s'être endormie. J'écartai le rideau et marchai à pas feutrés. Je m'arrêtais par intervalles et regardais dans sa direction. Je constatais que sa poitrine ne se soulevait pas. À l'évidence, elle ne respirait pas. Je me remémorais les paroles échangées entre Anna et Méphisto, qui faisaient écho aux dernières clauses de leur pacte. Est-ce à dire qu'elle avait franchi les frontières de la vie, qu'elle se situait dans les confins, entre vie et mort, n'étant ni tout à fait vivante, ni tout à fait morte? Je n'osais m'approcher d'elle pour vérifier ma théorie, car elle pouvait à tout instant se réveiller. Je parvins à la porte sans encombre. Mais c'était ici l'étape la plus délicate, parce que, au moment où j'allais ouvrir la porte, le tumulte des instruments de musique allait immanquablement s'engouffrer dans la chambre. Au violon et au hautbois s'était ajouté le violoncelle. Finalement, je réussis à me faufiler avec adresse à un moment où les instrumentistes semblaient être convenus de reprendre leur souffle. Une fois dans le couloir, je me fis l'effet d'être soudain de retour parmi les vivants. J'en éprouvai un vif soulagement. Le pas alerte, l'allure très sûre, je me dirigeai cette fois vers la porte de Célia. Je me montrais si doué pour fureter et pénétrer partout sans être vu depuis tout à l'heure que j'aurais pu me croire invisible. J'étais mue par une idée fixe. Il ne fallait pas qu'elle signe. En aucun cas. Je me rappelais sa fausse note du récital qui avait pu la convaincre. Quand je fus sur le seuil, j'eus un accès de panique. Cette odeur, je l'aurais reconnue entre 1000. Méphisto rôdait, était peut-être même avec elle.
Je ne tergiversai pas davantage, je tambourinai violemment à la porte. J'entendis la voix de Célia, j'entrai. J'aperçus 2 profils à contre-jour, et sur la table, à côté d'eux, des feuilles de papier. Pensant que j'arrivais trop tard, je me précipitai et m'emparai des feuillets, m'exclamant « Avez-vous signé votre arrêt de mort ?» Je fus soulagé à la vue de l'emplacement vierge au bas du document. Relevant les yeux, celui que j'avais pris pour Méphisto posait sur moi un regard interloqué. Il s'agissait du jeune pianiste. Je me sentis soudain bête. Détaillant plus précisément le document que j'avais entre les mains, je me rendis compte qu'il s'agissait d'un courrier administratif qui n'avait certes rien à voir avec un pacte avec le diable. « Où est-il » m'écriai-je. Célia me demanda de qui je parlais. Je haussai les épaules, tant l'allusion me paraissait évidente. « Où est le contrat qu'Anakatafal vous a remis ?» Célia me pria du regard de ne pas aborder ce sujet devant témoin. Heureusement, le jeune homme ne comprenait pas notre langue, elle le reconduisit jusqu'à sa porte et le rassura sur ma présence et mon comportement. Elle revint ensuite vers moi et se dirigea vers sa valise, de laquelle elle retira un feuillet qui semblait arraché à un vieux grimoire recouvert de lettres gothiques. Elle paraissait soulagée de pouvoir partager ce lourd secret avec quelqu'un et de glaner le cas échéant un conseil. Nous n'étions d'ailleurs plus totalement des inconnus l'un pour l'autre. Je saisis le feuillet et lus ces mots qui m'étaient désormais familiers. Nous, seigneurs des eaux profondes, du feu et des enfers, conférons force de loi aux attendus qui suivent. Attendu que la dénommée a choisi l'art du piano, etc. Le document était présenté sous la forme d'un blanc-seing. Il ne restait plus qu'à renseigner l'identité du signataire. Je ne sais quelle audace m'a pris. Sans même en débattre, ni avec Célia, ni avec moi-même, je m'emparai du crayon qui était sur la table et gravai d'autorité mon nom sur le feuillet à l'endroit laissé en blanc, le datai à la date du jour, le 6 août 2016, soit très exactement le jour anniversaire du jubilé, et le signai. Après tout, me disais-je, je voulais devenir un grand pianiste. Eh bien, je le serai. J'étais soudain bouleversé à l'idée de voir ma vie basculer. Peut-être allais-je vouloir me rétracter, or, non seulement je n'éprouvais nul regret à avoir signé le pacte, mais j'attendais maintenant avec impatience qu'il produise ses effets sur moi. Il me semblait que j'allais sentir des changements immédiats dans mon corps, un assouplissement de mes articulations, un renforcement de tous les muscles dédiés à la pratique du piano, le redressement de ma colonne vertébrale et de mes épaules. Il n'en fut rien. J'eus le sentiment sur le moment que j'avais conclu un marché de dupes. Mais, l'instant suivant, le document me brûla les doigts et tomba à mes pieds, indice que des forces se mettaient en branle. Me réveillant soudain à la présence de Célia, qui avait assisté impuissante à la scène, je lui dis « Je ne sais si j'ai vendu mon âme au diable, mais du moins je vous ai sauvé. » M'attendais-je à de la reconnaissance de sa part? Je fus déçu. Je lus dans son regard tout ensemble de la stupeur, de l'incompréhension et de la colère. Je tentais de me justifier. « Vous êtes si jeune et jolie, vous respirez la santé, la joie de vivre, ne vous enterrez pas vivante. » Pourquoi d'ailleurs? Pour exaucer le vœu de votre père, qui a transposé sur vous sa vocation manquée, suite à l'accident qui l'a privé de l'usage d'un doigt de sa main gauche? Je m'étonnai le premier de la référence que je venais de faire au père de Célia et à son handicap. La jeune femme me regarda positivement comme si j'étais le diable. Comment savais-je? Les premiers effets du pacte se faisaient sentir. Je ne pouvais plus m'arrêter. Et que dire de votre mère, une femme effacée, sans autorité, incapable de tempérer les exigences de son époux, qui vous mettait devant le piano dès l'âge de 4 ans et ne vous laissait aucun répit? Soit vexation, soit fêlure enfouie, les yeux de la jeune femme s'humectèrent de larmes. J'allais dire quelque chose, peut-être même pour m'excuser, mais Célia me somma de quitter sa chambre sur-le-champ. Comme je me dirigeais vers la porte, elle ramassa le feuillet sur lequel j'avais apposé mon nom et ma signature, et me le tendit comme s'il m'appartenait désormais. Je ne parvenais pourtant pas à me sentir coupable. Au contraire, je persistais à m'honorer de mon geste. Je tenais le contrat d'une main, tandis que je serrais au creux de l'autre la clé de sa chambre. J'aurais voulu la lui rendre, mais je ne le pouvais pas sans me dénoncer et m'attirer ses foudres.
Je me contentais, afin de brouiller les pistes, de la déposer sous sa porte au moment de la refermer. Elle croirait ainsi qu'elle était tombée. J'aurais dû, cette fois, partir pour de bon. Or, au lieu de prendre l'escalier, un pressentiment guida mes pas du côté de la chambre d'Anna Catafalque. Je constatai qu'Anna ne s'était pas relevée pour condamner sa porte. Mes narines furent emplies par une forte odeur, mais qui était très différente de celle de Méphisto, une odeur de flambée qui saturait l'air. Sur le lit, je ne découvris que des vêtements, disposés tels exactement que la pianiste les portait tout à l'heure. J'avançai jusqu'au chevet en quête d'indices, je remarquai un tas de cendres. J'eus alors la révélation de ce qui s'était produit. Le corps d'Anna Catafalque semblait s'être consumé sous l'effet d'une combustion spontanée. Point d'os, mais des dents que la violence de ce bouleversement n'avait pas corrompues, et une touffe de cheveux épars. Je me précipitai sur le porte-document pour relire les dispositions du pacte. Je n'en retirai également qu'un document brûlé, qui, au premier contact, s'effrita entre mes doigts. Je comprenais qu'à l'instant où j'avais signé le nouveau pacte, Anna avait cessé de vivre, et que son corps avait été réduit à l'état qui aurait dû être le sien si elle n'avait jamais conclu ce pacte. Je perçais seulement maintenant le sens de l'addendum à prime signature. L'idée que j'étais la cause de sa disparition soudaine m'inspira un vif, mais bref, sentiment de culpabilité. Le seul regret que j'en conçus était qu'elle ne terminerait jamais son intégrale Chopin. Pour ma part, j'avais hâte de me mettre au piano. Je jubilais à la perspective d'être touchée à mon tour par la grâce. Je ne voulais pas différer l'heure de vérifier que j'étais maintenant aussi douée que celle dont j'avais ravi la place. Je posai une partition sur le pupitre de l'instrument. Je choisis parmi les quelques partitions qu'Anna avait apportées avec elle le 3e mouvement de la 2e sonate de Chopin, la fameuse marche funèbre. La pièce était de circonstance. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas ouvert une partition. Le miracle, pensais-je, allait se produire lorsque j'actionnerais mes doigts sur le clavier. J'enchaînais laborieusement les premiers accords redondants et chaloupés si caractéristiques de la pièce, do, 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 mi, ré, ré, do, 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 do. Or, au premier obstacle, j'hésitais, dû réfléchir pour maîtriser mes doigts, trébuchais. Je me donnais d'abord pour explication mon manque de concentration, l'ancienneté de mes gammes. Je partais de presque rien, avec tout à réapprendre. Je me persuadais qu'avec un peu d'exercice, tout me reviendrait vite et que je dépasserais le dernier stade que j'avais atteint à l'issue de mes études. J'avais espéré que les effets du pacte seraient beaucoup plus rapides. Je ne me dissimulais qu'à grand-peine combien j'étais déçu. J'enchaînais au hasard 3 accords dissonants, ce n'était sans doute pas la formule magique, mais ces accords exprimaient assez mon agacement et ma frustration mêlée pour invoquer le seul qui détenait les réponses à mes questions. Dans un fracas terrible, comme si la foudre avait frappé dans la pièce, escorté d'une odeur de soufre abominable, surgit le même personnage haut en couleur de tout à l'heure. Le même. Il y avait tant de colère dans ses yeux et de courroux comprimés dans sa personne que sa moitié bestiale prenait le pas sur sa moitié humaine, à moins que ce ne fût contraire. Ses naseaux fumaient, son regard lançait des flammes, sa langue claquait. « Que me veux-tu » tonna-t-il. Je lui rétorquai. « Vous ne m'avez pas remarqué tout à l'heure, derrière ce rideau ?» Il ne daigna pas répondre. C'était lui, en l'occurrence, qui posait les questions. « Qui es-tu » Je me raidis dans mon orgueil. « Vous ne le savez pas ? C'est un piètre seigneur que celui qui ignore le nom de ses sujets. » Méphisto s'approcha du lit et ne put que constater l'état auquel était réduite Anna Catafalque. Il eut ce commentaire. « Si je me réjouis du gain d'une si grande âme, je ne peux en dire autant de la vôtre. » Vexé, je lui rétorquai. « J'ai signé. À présent, il ne tient qu'à vous de me délivrer la juste contrepartie de mon sacrifice. » Méphisto maugréa. « À quoi es-tu spécialement doué ? Je peux porter au nu les prémices du génie. Je ne peux pas créer sans matière.
tout comme le potier ne saurait façonner sans terre. Ces mots tombèrent sur moi avec la violence d'un coup de massue. Ainsi j'aurais perdu mon âme en échange de rien ou presque. Je consultais mes autres talents, je n'en trouvais pas, du moins qui fussent assez remarquables pour m'élever au rang d'artiste. J'insistais. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour moi? Méphisto agita la tête, la sentence était sans appel. Pardon, lui rétorquai-je, mais si je ne reçois pas la chose dont j'ai payé le prix, le contrat est caduc, faute d'objet. Je suis fondé à vous réclamer l'annulation de notre marché, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts que je pourrais vous réclamer. Méphisto me toisa d'un regard hautain qui se radoucit l'instant suivant. Il voyait tout le parti qu'il pouvait tirer de cette faille contenue dès l'origine dans le contrat. « Soit, brisons-la, me dit-il. Un tel contrat est en effet nul et non avenu. Votre âme ne saurait faire l'objet d'un marché. » Je jugeais ces paroles blessantes. Mon âme avait-elle si peu de valeur qu'elle ne méritait même pas d'être vendue? Je me révoltais. Il ne se peut pas qu'il soit des individus sur cette terre totalement dénués de talent. Par exemple, moi, il m'arrive d'écrire des pièces pour piano. Méphisto ricana. Ah, la bonne heure, un nouveau Chopin! J'essuyais cette nouvelle rebuffade sans broncher. Je cherchais l'enveloppe de mes partitions, remise quelques jours plus tôt à Anna Catafalque, qui pouvait en attester. Mon talent, je le savais, il était là, en germe. Au lieu de négocier un délai, je tentais de détourner l'attention de mon contradicteur. Célia n'était pas prête à signer. Méphisto haussa les épaules. « N'oubliez pas la fausse note !» Je lui tenais tête. « Et vous, n'oubliez pas que mon nom est désormais gravé sur votre parchemin, indissociable du vôtre. » Il minauda. « Ah, parce que vous croyez qu'un contrat ne se duplique pas ?» Je fus la proie d'un doute. Je voulus m'élancer vers Célia avant que... Mais celle-ci était de l'autre côté de la porte, peut-être attirée par nos éclats de voix. Elle fut étonnée de me voir encore ici, qui plus est, dans la chambre d'Anna Catafalque. « Vous êtes seule ?» s'enquit-elle. « Où est Anna ?»« Seule ?» Je me retournai. Méphisto avait disparu. Heureusement, pensai-je, les cendres sur le lit feraient le récit de ce qui s'était passé et plaideraient ma bonne foi. Or, il n'y avait plus ni cendres ni cheveux, ne restait plus sur le lit que les vêtements qu'Anna Catafalque portait quand elle s'était allongée pour la dernière fois. Je compris que Méphisto avait eu le temps de faire place nette avant de disparaître. Célia m'accusa de nouveau de vouloir la berner. Je protestai vigoureusement que Méphisto était encore là la seconde précédant son arrivée. À mon invitation, elle huma l'air chargé de soufre, mais elle prétendit ne rien sentir. « Pas même cette odeur de cendre ?» insistai-je. Elle secoua la tête. Décidément, je passais nerveusement les mains partout sur le lit en quête d'un indice, d'un cheveu, d'une poussière. Rien. Alors, reculant et perdant espoir, je sentis quelque chose sous ma semelle. Je me baissai instinctivement pour voir ce que c'était. Je ramassai une dent. « Regardez !» m'exclamai-je. « N'est-ce pas le signe que tout ce que je vous ai dit est vrai ? Anna s'est consumée à l'instant où j'ai signé le pacte à votre place. Vous devriez, en ce moment même, avoir sa mort sur la conscience, au lieu que c'est moi qui en endosse la responsabilité. » Célia soutint qu'elle n'entendait rien à pareil discours. Comment être sûre que c'était bien la dent d'Anna Catafalque? Et quand bien même une dent ne rapportait pas la preuve d'un cadavre. Je crus inutile d'insister et pensais plutôt nécessaire de me préserver avant que la disparition d'Anna Catafalque ne s'ébruite et que je sois injustement inquiété. Je lorgnais depuis un moment sur le porte-document en cuir rouge sur lequel j'estimais avoir désormais un droit en vertu du pacte que j'avais signé. J'y plaçai ensemble le pacte et mon enveloppe de partition. Puis, laissant Célia à son incrédulité, je pris la direction de la sortie sans même prendre la peine de la saluer. Flanqué de mon contrat en bonne et due forme, je me sentais fort, très fort, capable de terrasser un dragon.
Méphisto était mon débiteur. Je le tenais à ma merci tant que le contrat n'était pas déchiré. Les rôles s'étaient inversés. Avec le temps, la disparition d'Anna Catafalque sembla admise par tous, sans qu'on cherchât plus loin. Son intégrale Chopin, qui n'avait plus d'intégrale que l'ambition et le nom, sortit incomplète en hommage à l'artiste. Elle émut le public et les critiques, fit l'unanimité, en sorte qu'on regretta comme une perte irréparable les opus qui manquaient au catalogue. De mon côté, je m'étais mis plus souvent et plus sérieusement au piano. Je laissais courir mes mains sur le clavier, au gré de mon inspiration, et, dans le calme recueilli de mon salon, dans le secret de mon cœur battant à l'unisson de celui de mon instrument, un chimel à la pureté de son incomparable qui rappelait les anciens Pleyel, des pièces à la beauté miraculeuse jaillir de mes doigts. Je connus dans cette période une productivité inédite, et le plus remarquable est que les musiques que je composais connurent un succès fulgurant. Elles étaient reprises partout, cinéma, publicité, je les entendais s'échapper parfois des fenêtres que des apprentis pianistes ânonnaient en les écorchant. Je n'attribuais le mérite de ces œuvres qu'à moi, car elles étaient le fruit de ma sensibilité. Je restais en revanche très lucide sur leur prospérité. Sans le secours de Méphisto pour les mettre en lumière, toute mon œuvre musicale serait restée dans l'ombre. Par ailleurs, le succès m'encourageant, je devins plus créatif que jamais, de sorte que ce mécanisme eut d'abord une vertu, celle de me révéler moi-même à moi-même. Je n'ai jamais revu Méphisto. Quelque effort que j'ai pu fournir ensuite, il m'est resté impossible de me souvenir des 3 accords que j'avais entendu jouer par Anna Catafalque pour l'invoquer, et lui-même ne s'est jamais montré à la faveur d'une irruption spontanée. Je jugeais que c'était peut-être bien ainsi. L'important était qu'il œuvre dans l'ombre pour mon plus grand profit. Je me posais parfois la question de savoir s'il avait toujours lieu de regretter notre marché, car ma gloire avait dépassé en quelques années celle d'Anna Catafalque, de la supériorité de rang du compositeur sur l'interprète. Je n'avais plus jamais entendu parler non plus de Célia. Je supposais qu'elle avait rejoint le bataillon des obscurs professeurs de conservatoire de province, comme c'était le triste sort réservé à tant de pianistes de talent. 30 ans peut-être s'étaient écoulés. Je fus invité à un concert entièrement dédié à mes œuvres. Si d'ordinaire je fuyais les mondanités, je ne pouvais tout de même pas cette fois-ci me défausser. C'était un hommage que me rendait la profession. À l'issue du concert, parmi tous ceux qui vinrent à ma rencontre, une femme se détacha du lot. Je reconnus aussitôt son fin visage, en dépit des années qui étaient passées sur elle. L'expression de son regard avait changé. Il était plus apaisé, moins conquérant. Seul, peut-être, vestige d'une gloire passée, s'était conservé sa chevelure qu'elle portait toujours aussi longue et foisonnante, indice qu'elle n'avait pu faire le deuil de ses plus belles années, encore que son éclat fût rehaussé par une coloration qui tentait de reproduire les reflets de sa teinte d'origine. Elle crut bon de me demander en préambule si je me souvenais d'elle. Je soupirais pour toute réponse son nom, ce qui ne parut guère la surprendre, soit qu'elle était consciente de n'avoir pas tellement changé, soit qu'elle me savait douée de certains pouvoirs. Nous échangeâmes quelques paroles anodines. Cependant, je sentais qu'elle brûlait d'envie d'évoquer avec moi l'épisode qui jadis nous avait réunis. Elle m'avoua enfin qu'elle m'en avait beaucoup voulu sur le moment, et durant les 2 ou 3 années qui avaient suivi, qu'elle n'arriverait jamais à percer par ses propres moyens. « J'aurais pu signer » a-t-elle murmuré. J'en convenais, mais précisément, j'avais agi ainsi pour lui interdire de sauter le pas. « Pensez » lui ai-je expliqué. « Vous auriez sacrifié tout à la fois votre vie de femme sur cette terre et votre âme au ciel. Cela en échange de quoi? Pour l'illusion d'une gloire mortelle? Croyez-vous qu'Anna Catafalque ait été heureuse? Qui se souvient d'elle aujourd'hui? Vous savez, et je crois que j'en sais quelque chose, les lauriers sont
amère. Célia hocha la tête en signe d'acquiescement. Elle paraissait s'être faite depuis une raison et avoir trouvé son bonheur ailleurs. « Qu'êtes-vous devenue » lui demandai-je. Elle me confirma ce que j'avais subodoré. Elle était professeure de piano dans un conservatoire de banlieue. Seul fait notable, elle participait à une formation de musique de chambre. « Musique de chambre » répétai-je stupidement, ce mot résonnant soudain en moi avec un écho singulier. Il me renvoyait à toute la scène qui avait réorienté le cours de mon existence, laquelle s'était déroulée précisément dans une chambre, quelque 30 ans plus tôt. Une question me taraudait. « Avez-vous des enfants ?» L'œil de Célia s'illumina. « J'en ai 2. Ils sont musiciens, mais aucun ne fait de piano. L'aîné est trompettiste, le cadet est flûtiste. »« Vous voyez, ai-je repris, vous ne devez avoir aucun regret. Anna Catafalque n'a pas eu d'enfant. Qui perpétue aujourd'hui sa mémoire? Que mélomanes avertis, férus de disques anciens ?» Célia rebondit. « Vous voulez dire que vous-même n'êtes pas devenu père ?» Elle semblait s'en désoler pour moi. Je m'empressais de la rassurer sur ce point. « Vous savez, mes enfants, ce sont mes œuvres. J'ai travaillé à leur prospérité chaque jour de ma vie. Ils sont fantasques, mènent leur propre vie vagabonde, sont toujours par monts et par vaux. Vraiment, ils me donnent beaucoup de joie et de fierté, mais aussi beaucoup de soucis, car ils ne sont pas toujours aussi disciplinés que je les voudrais. Aussi, ne soyez pas triste pour moi. Il faut à l'artiste choisir, ou bien créer, ou bien procréer. Mais apparemment, l'un est antinomique de l'autre. Par ailleurs, quand j'aurai rendu l'âme à celui qui en a fait un marché, certes bien malgré lui, mais je pense qu'il l'apprendra, ne serait-ce qu'à titre de dédommagement. Après tout, ce ne sera peut-être pas une aussi mauvaise affaire pour lui, car ce concert a, du moins je l'espère, démontré que cette âme a quelque valeur. Eh bien, quand j'aurai rendu l'âme à celui qui en a fait un marché, mes œuvres perpétueront ma mémoire, tant qu'il y aura des cœurs qui seront sensibles à ma musique. Célia me dit qu'en ce cas, mes œuvres me survivraient longtemps. Ce fut la seule remarque qu'elle me fit. Je n'étais pas même sûre qu'elle fût sincère, car elle était de ces puristes, je le savais, qui ne juraient que par Bach et par Chopin, quoiqu'elle fût elle-même incapable de produire une partition de son cru. Un homme s'approcha, agacé, car il la cherchait depuis tout à l'heure, pensant qu'elle était sortie. Elle me présenta son époux. Je saluai sans rancune cet ingrat qui semblait ignorer non seulement qui j'étais, mais également ce qu'il me devait, à savoir rien moins que son bonheur. Ils allaient repartir quand Célia fit volte-face et revint de nouveau vers moi, comme mue par un regret. Elle fouilla dans sa poche et en retira un petit boîtier en métal, délicatement ciselé. « Voici, je crois que cela vous revient de droit. » Le contact froid et inattendu de ce boîtier au creux de ma main me fit frissonner. Pour toute explication, elle se fendit de ce court commentaire. « Je l'ai retrouvé dans la chambre d'Anna après votre départ. Je l'ai toujours gardée, pensant qu'elle me porterait chance, et attendant aussi une occasion de vous la remettre. » Je retins ma respiration, tandis qu'elle retournait au bras de son mari et se fondait dans la foule. J'attendis de pouvoir m'isoler avant de céder enfin à la tentation de découvrir ce que renfermait ce minuscule coffret. Ce que j'avais en vérité déjà deviné, à savoir une dent. Me rejetant quelque 30 ans en arrière et me remémorant par quel méandre une rage de dents m'avait conduit dans la salle d'attente de ma dentiste de l'époque, et comment j'avais atterri au concert d'Anna Catafalque, je jugeais cette fois que la boucle était bouclée. Je pouvais bien l'avoir vendue, mon âme. Elle était en paix.